Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour une formation sur les principaux pièges à éviter lors d'une rupture du contrat de travail. Puisqu'il est vrai que le contrat de travail est réglementé par un certain nombre de lois, de codes et de réglementations diverses. Donc sa rupture doit être faite avec le plus grand professionnalisme pour éviter d'éventuels recours au prud'homme. Nous verrons les principaux cas de rupture du contrat de travail, donc la rupture de la période d'essai, la démission, le licenciement, la rupture conventionnelle et la retraite. J'accueille aujourd'hui Michael Dalland, qui est avocat à la Cour et spécialiste en droit social. Bonjour. Bonjour. Alors, voyons voir donc le premier cas de rupture du contrat de travail, donc la rupture de la période d'essai. Alors la période d'essai, c'est une période qui ne donne pas forcément lieu à énormément de contentieux, mais je dirais qu'il y a un certain nombre d'erreurs toutes simples à éviter qui permettent précisément à l'employeur d'éviter le contentieux en la matière. Il faut d'abord, en termes de formalisme, il faut bien que cette période d'essai soit prévue dans le contrat de travail, sinon elle sera inopposable, et également que ce contrat, que cette période d'essai écrite, soit transmise au salarié dès sa prise de fonction. C'est-à-dire que l'employeur qui attendrait un délai de 2 ou 3 semaines pour transmettre le contrat de travail faisant état d'une période d'essai. Si le salarié n'était pas au courant parce qu'il n'y a pas de lettre d'embauche signée avant la prise de fonction qui viendrait la formaliser, par exemple, le salarié peut très bien refuser de signer le contrat de travail parce qu'il y a une période d'essai qui n'était pas au courant, et là l'employeur, il ne peut pas 2 semaines après ou 3 semaines après rompre le contrat, rompre la période d'essai. S'il souhaite le faire, il faudra nécessairement, le salarié ayant refusé de signer le contrat, ayant refusé d'accepter la période d'essai, qu'il en fasse par une procédure classique de licenciement. La deuxième chose à savoir concernant la rupture de la période d'essai, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de motiver cette rupture. Contrairement, par exemple, ce qui va se passer en matière de licenciement, où là, on va le voir, il y a un certain nombre de griefs qu'il faut invoquer expressément et détaillés dans la lettre de licenciement. Ce n'est pas le cas du tout en matière de période d'essai, sauf si on invoque un manquement disciplinaire du salarié, auquel cas il faut suivre une procédure disciplinaire. Si tel n'est pas le cas, si c'est simplement que le salarié ne répond pas aux attentes, on constate dès le début de la relation de travail une insuffisance professionnelle, il y a simplement à faire un courrier par lequel on va l'informer du terme de la période d'essai et du terme du contrat, parce qu'il y a un préavis à respecter en matière de période d'essai. Et en parlant de ce préavis, il faut faire attention à une chose, il faut faire attention à ce que la durée du préavis ne conduisent pas à dépasser la durée totale de la période d'essai. Par exemple, vous avez une période d'essai de 2 mois et vous avez un préavis de 2 semaines. Vous ne pouvez pas attendre la veille ou le jour même du 2e mois pour rompre la période d'essai en disant maintenant le salarié a un préavis de 2 semaines. Il faut simplement rompre le contrat, rompre la période d'essai 1 mois et demi maximum après son début pour que le contrat prenne fin bien à l'expiration du délai de 2 mois. Alors nous allons donc voir maintenant les pièges à éviter dans le deuxième cas de rupture du contrat de travail, donc la démission. Alors en matière de démission, il n'y a aucun formalisme en principe, sauf si le contrat ou la convention collective le prévoit, c'est-à-dire que le salarié pourrait démissionner oralement auprès de son employeur. La seule chose, c'est qu'en la matière, il faut se prévaloir d'une preuve. Souvent l'employeur voudra pouvoir démontrer que le salarié a bien démissionné et que le salarié finalement n'a pas souhaité prendre acte de la rupture ou fait un abandon de poste. Donc le plus simple, soit le salarié a un courrier par lequel, c'est le cas le plus fréquent, il remet sa démission à l'employeur, et donc soit il envoie ça par courrier recommandé, soit par lettre remise en main propre contresignée par son supérieur hiérarchique, soit le salarié démissionne oralement, et là l'employeur va vouloir se ménager une preuve, et il y a un moyen très simple, il suffit simplement de lui remettre un courrier ou de lui adresser par la poste un courrier au terme duquel l'employeur va constater la démission à telle date et lui indiquer les modalités de fin de contrat, du préavis, de remise des éléments de solde de compte, etc. L'autre écueil à éviter en matière de démission, ça va être tout ce qui va concerner les situations équivoques. Par exemple, vous allez avoir un salarié qui va cesser du jour au lendemain de se présenter à son poste. Il y a de très nombreuses entreprises, de très nombreux employeurs qui se font un peu avoir puisqu'ils vont considérer que le salarié est démissionnaire et qu'au bout de 2 semaines ou 3 semaines d'absence, on va le marquer donc dans le registre unique du personnel démissionnaire, puis on va lui envoyer son adresse postale
l'attestation Pôle emploi avec écrit démission, le solde de tout compte, etc. Et le risque derrière, c'est que le salarié dise « mais pas du tout, moi je n'ai pas démissionné, il vous appartenait de me licencier ». Et c'est effectivement ce qui doit se passer, puisque dans ce genre de cas, vous avez un salarié qui est absent, qui ne justifie pas de son absence, par exemple, par des arrêts maladie. Et dans ce cas-là, on est en présence purement et simplement d'un abandon de poste. Donc ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est envoyer un mail ou plutôt un courrier commandé, voire plusieurs courriers commandés, en sommant au salarié de revenir à son poste ou de s'expliquer, de justifier son absence. Et si tel n'est pas le cas, il faut enclencher une procédure de licenciement qui aboutirait au licenciement du salarié pour abandon de poste. À défaut, on est en risque que le salarié saisisse un conseil de prud'homme en disant « Attendez, moi je n'ai jamais remis de lettre de démission. En réalité, j'ai été licencié verbalement par mon employeur. » D'accord. Alors on passe donc du coup au licenciement, donc qui est la troisième cas de rupture du contrat de travail. Donc quels sont les pièges à éviter quand on veut licencier un salarié? Alors d'abord, il faut faire très attention à la rédaction de la lettre de licenciement, puisque on dit que celle-ci fixe les termes du litige. C'est-à-dire que si, à la suite de son licenciement, le salarié saisit le conseil de prud'homme, ce à quoi vont s'attacher les juges, ça va être exclusivement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement. Par exemple, vous avez licencié votre salarié pour insuffisance professionnelle et celui-ci donc conteste son licenciement devant le conseil de prud'homme et vous avez envie de dire mais en plus on l'a également licencié parce que de toute façon c'était quelqu'un d'absolument insupportable avec ses subordonnés, il harcelait ses subordonnés, ses collègues de travail. Et là le conseil de prud'homme vous dira mais ce n'est pas marqué dans la lettre de licenciement, vous ne pouvez pas l'invoquer. Donc il faut bien invoquer tous les griefs qu'on a à l'encontre du salarié, mais il ne faut pour autant invoquer que les griefs qu'on est en mesure de justifier. C'est-à-dire que finalement, si vous avez 3 ou 4 griefs dans la lettre de licenciement, mais que dans les faits, vous n'êtes en mesure d'en justifier factuellement par des attestations, par des échanges d'emails, que 2 sur 3 ou 2 sur 4, derrière, ça pourrait venir affaiblir un peu votre dossier, puisque le conseil de prud'homme va relever qu'il y a une partie des griefs invoqués dans le cadre de la lettre de licenciement qui ne sont pas du tout étayés. Donc le meilleur conseil à donner à une entreprise dans ce genre de situation, c'est lorsqu'il y a un souhait de se séparer d'un salarié, c'est tout simplement de regarder avant quelles sont ses pièces, quels sont les éléments dont il dispose, pour le cas échéant, pour le cas où le salarié viendra à contester son licenciement, se défendre et démontrer que la mesure était justifiée. Donc il faut ne pas hésiter, lorsqu'on a des situations conflictuelles entre salariés, à demander des attestations aux salariés qui sont en difficulté. Il faut bien regarder si on a des échanges d'emails permettant de démontrer par exemple l'insuffisance professionnelle du salarié. On a également toujours ce motif-là, les entretiens d'évaluation qui ont leur importance. Est-ce qu'il y a un certain nombre de délais à respecter en matière de licenciement ? Oui, effectivement, surtout en matière disciplinaire, où à vrai dire, on ne peut pas sanctionner des faits antérieurs de plus de 2 mois. Sauf si les faits se sont poursuivis pendant toute cette durée. C'est-à-dire, vous constatez, par exemple, vous avez un commercial qui ne fait aucun reporting, il est à l'autre bout de la France, mais il ne vous remet jamais ses rapports de visite, vous ne savez absolument pas ce qu'il fait. Ça a commencé il y a plusieurs mois, ça se poursuit maintenant. À partir du moment où ça se poursuit, vous pouvez mettre en œuvre une procédure de licenciement à son encontre. Mais si il s'agit d'un événement unique et que vous attendez trop, vous ne pourrez plus vous en prévaloir. Et c'est la même chose lorsque la procédure se termine et qu'on licencie le salarié. Lorsqu'on est en matière disciplinaire, on ne peut pas licencier le salarié plus d'1 mois après l'entretien. Et la jurisprudence a même tendance à considérer en matière de faute grave que si l'employeur souhaite se prévaloir d'une faute grave à l'encontre du salarié, il doit agir vite. C'est-à-dire que le licenciement pour faute grave, s'il intervient, s'il est notifié 3 semaines et demie après l'entretien préalable, le juge pourra considérer, sauf si l'employeur démontre qu'il avait besoin d'un petit peu de temps pour la réflexion ou qu'il y avait une enquête encore en cours concernant les faits qui se sont produits, le juge pourra considérer que ce délai était trop long et requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute, le cas échéant, ce qui ouvrirait le droit au salarié à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, alors qu'en principe ce n'est pas le cas lorsqu'on est licencié pour faute grave. D'accord. Alors, 4e cas maintenant de rupture du contrat de travail que nous allons voir ensemble, c'est la rupture conventionnelle. Alors la rupture conventionnelle, c'est un nouveau mode de rupture qui a été introduit en 2008, qui est maintenant bien connu, qui est rentré dans les mœurs et qui a vraiment un grand succès actuellement. C'est une procédure qui est assez sécurisante puisqu'on a 3 étapes obligatoires. Premièrement, on a 1 ou plusieurs entretiens entre le salarié et l'entreprise, sachant que le salarié peut se faire assister lors de cet entretien.
On a ensuite une deuxième étape lorsque la convention de rupture conventionnelle est signée, où le salarié va bénéficier d'un délai de 15 jours calendaires de rétractation. Et d'ailleurs, je dis le salarié, mais ce sont les deux parties. La garantie est plutôt offerte au salarié, mais l'employeur pourrait également considérer, pendant le terme de ce délai de rétractation, que finalement il ne souhaite pas souscrire une rupture conventionnelle. Passé ce délai de 15 jours calendaires, la partie la plus diligente adresse la rupture conventionnelle à l'administration, qui a 15 jours ouvrables pour homologuer la rupture. Sachant que si passé ce délai de 15 jours, l'administration n'est pas revenue vers vous, on va considérer que la rupture va être homologuée tacitement. C'est la procédure. Sachant que l'administration, lorsqu'elle regarde ce qui s'est un peu passé dans le dossier, elle va regarder si effectivement le salarié a pu être assisté lors de l'entretien, si le délai de rétractation a été respecté, également si le salarié perçoit l'indemnité spécifique de rupture à laquelle il a droit, sachant qu'en matière de rupture conventionnelle, le salarié a le droit à une indemnité qui est au moins égale à l'indemnité conventionnelle ou légale, s'il n'y a pas de convention collective applicable, de licenciement. Donc on a vraiment un mode de rupture qui est bien balisé, qui est sécurisant, qui ne permet plus au salarié de contester la rupture 12 mois après sa prise d'effet, donc ce qui est sécurisant pour l'employeur et qui ouvre droit aux allocations chômage aux salariés. Donc je dirais qu'il y a un côté gagnant-gagnant dans ce type de rupture. Pour autant, on a une montée des contentieux concernant la rupture conventionnelle. Ça va être notamment le cas du vice du consentement, où le salarié va saisir le conseil de prud'homme en disant « Écoutez, j'ai signé une rupture conventionnelle, mais en réalité, c'est mon employeur qui m'a forcé à la signer. J'étais dans un état d'affaiblissement psychologique, j'étais victime de harcèlement à cette époque-là. Je vous demande, vous, conseil de prud'homme, d'annuler cette rupture conventionnelle. » Il y a également des cas où donc on déconseille la rupture conventionnelle, ça va être les cas conflictuels. C'est-à-dire que la rupture conventionnelle, c'est la rupture pacifiée, où il n'y a pas de problème, pas de précédent entre les parties. Dès lors qu'il y a une situation litigieuse, pré-conflictuelle, on va avoir tendance à déconseiller ce mode de rupture, puisque derrière, après, le salarié pourrait venir la contester devant le conseil de prud'homme. Il y a également des cas où là, la rupture conventionnelle va être interdite. Ça va être par exemple, lorsque le salarié est arrêté pour accident de travail ou maladie professionnelle, également concernant une salariée qui va être en congé maternité, par exemple. Dernier cas de rupture du contrat de travail dont on va voir quels sont les pièges à éviter, c'est la retraite. Alors en matière de retraite, il faut distinguer deux situations. Vous avez d'abord le départ à la retraite qui est fait à l'initiative du salarié et la mise à la retraite qui est à l'initiative de l'employeur. Les deux cas doivent être distingués puisque le départ à la retraite, il n'y a pas de formalisme particulier. Là encore, sauf si, par exemple, la convention collective prévoit quelque chose. Le montant de l'indemnité de départ à la retraite est assez faible puisque ça va, selon la loi, d'un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté à 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté. Donc le montant va être beaucoup plus faible que dans le cas d'une rupture conventionnelle, par exemple, ou d'un licenciement, ce que le salarié doit avoir en tête. Et également, il faut savoir, mais ça c'est plus un écueil à éviter pour le salarié que pour l'entreprise, c'est que cette indemnité de départ à la retraite, contrairement aux autres cas de rupture, va être chargée et fiscalisée en totalité. D'accord. Donc ça c'est le premier cas de rupture pour retraite, à l'initiative du salarié. Le deuxième cas, ça va être la mise à la retraite, donc à l'initiative de l'employeur. Et là, depuis 3 ans maintenant, on a eu un renforcement des garanties offertes aux salariés pour éviter que l'employeur ne se sépare des salariés âgés trop facilement, à trop bon compte. Donc la mise à la retraite d'office, la fameuse clause couperet qui viendrait dire vous avez 60 ans, vous avez 62 ans, on peut rompre votre contrat automatiquement. C'est maintenant interdit en droit français. La seule possibilité qui reste offerte à l'employeur de mettre à la retraite le salarié sans son accord, c'est une fois que le salarié a atteint 70 ans. Entre 65 et 70 ans, vous avez une procédure spécifique où chaque année, l'employeur va pouvoir demander au salarié s'il est d'accord pour être mis à la retraite. Alors, pour conclure cette formation donc, sur les principaux pièges à éviter en cas de rupture du contrat de travail, je crois que vous avez un conseil pratique à nous donner.
Oui, il y a même 2 conseils pratiques à donner aux entreprises. Le premier, c'est de toujours vérifier ce que dit la convention collective, parce que les entreprises, surtout les petites entreprises, ont trop tendance à regarder ce qu'il y a dans le contrat de travail, voire éventuellement dans le code du travail ou sur Internet tout simplement. Or, il y a les conventions collectives qui s'appliquent et qui forment ce qu'on va appeler la loi de la branche professionnelle en réalité. Et assez souvent, il va y avoir des précisions données sur certains cas de licenciement. Par exemple, on ne peut pas licencier un salarié pour faute, pour motif disciplinaire, sauf si on peut justifier d'1 ou 2 avertissements. Certaines conventions collectives le prévoient. Autre exemple, en matière de maladie, certaines conventions collectives vont dire on ne peut pas licencier un salarié pour maladie pour le remplacer définitivement, sauf à respecter un délai d'absence de 6 mois minimum, etc., etc. Et ce sont des garanties qui sont très importantes, puisque le plus souvent, si l'employeur ne la respecte pas, le licenciement sera automatiquement considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le deuxième conseil pratique, c'est que il faut toujours vérifier si dans le contrat de travail il y a une clause de non-concurrence, parce que si l'employeur n'y prend pas garde, il peut très bien oublier qu'il y en a une, et alors qu'au fond, en se séparant du salarié, il ne souhaitait pas que cette clause soit mise en œuvre, il oublie de l'élever, de telle sorte que le salarié pourra revenir le voir plusieurs semaines ou mois après en demandant le paiement de l'indemnité de non-concurrence. Monsieur Dalande, merci pour toutes ces explications. Merci à vous.